Oui, j'ai des images. La première image, lorsque nous étions déjà dans un camp de travail, parce qu'en fait, nous devions aller à Auschwitz, mais il y a eu une négociation entre Eichmann et entre les dirigeants de la communauté juive en Hongrie, Kastner et Israël Katzner. Et Israël Katzner était le dirigeant sioniste du mouvement sioniste, et pendant les négociations, le train s'est arrêté en chemin. Et nous nous dirigeons vers l'est et ils ont arrêté le train. Et pendant 4 heures, ils ont séparé les personnes, les familles. Et qu'est-ce que c'est les familles? Et des mères avec leurs enfants et parfois des grands-parents, parce que les hommes ont été assassinés 1 an, 2 ans auparavant dans ce qui était les bataillons du travail. En anglais, ça s'appelle les Stavestrup, quelque chose comme ça. Et c'était en fait les familles. Il y avait des institutions dans le ghetto, des maisons de retraite, des hôpitaux, des maisons pour enfants. Tout cela sont allés d'un côté et les familles d'un autre côté. Les institutions ont continué vers l'est. Et après, on a appris que c'était vers Auschwitz et vers la destruction. Et les familles ont été dirigées vers l'Autriche. Et je pense que c'était à cause des négociations avec Katzner. Et nous avons été sauvés des camps. Et là, mon premier souvenir était de l'hiver. C'était en 1944. Peut-être en novembre ou en décembre. Et beaucoup de neige tombait. Et ma mère travaillait. Elle travaillait un travail qui lui était imposé parce que mon frère, qui était plus grand que moi, devait se nourrir et moi également. Et ma mère était dans la cabane et elle attendait que je fasse mes besoins et elle disait termine parce que je dois aller au travail et ça c'est mon souvenir et ça je ne m'en souviens pas en fait, je sais de ces récits, mais je me souvenir que quelqu'un est venu en uniforme et a commencé à me crier dessus. Et ces cris étaient vraiment assourdissants. Et je ne sais pas si il a dit Schnell, Schnell, mais il a dit Raus. Et il m'a mis dehors alors que j'étais en petite tenue et dans le froid et la neige. Et c'est une image que je n'oublierai jamais et qui suscite de la peur en moi tout le temps. Et c'est mon premier souvenir. Et les souvenirs viennent beaucoup plus facilement et plus urgemment lorsque cela concerne la libération en avril après Pessah. Les Russes sont venus et ils nous ont libérés. Et là, je m'en souviens beaucoup plus. Aujourd'hui, que votre chance, entre guillemets, celle de votre famille, ça a été de vous trouver dans la partie hongroise de l'Europe à l'époque, parce qu'on sait que c'est la partie qui a résisté presque jusqu'à la fin, même s'il y a eu des déportations terribles en 1944, mais ça a été pour vous une chance d'être dans ce coin-là de l'Europe? Oui, vous avez raison à 100%. Et oui, il y a plus de rescapés, des survivants en Hongrie, car ils sont venus plus tardivement, contrairement à la Pologne, à la Hollande ou à la Tchécoslovaquie. Et nous étions les derniers. À cause de cela, grâce à cela, quelqu'un qui, de mon âge, qui était tellement petite, qui était tellement jeune, a survécu. Et ma mère me racontait une autre histoire, un autre récit, que lorsque mes
chaussures étaient devenues trop petites. Alors elle a envoyé mon frère en dehors du camp, c'était pendant l'époque de Noël, et elle a demandé à mon frère de mendier en dehors du camp. Et il dit que je volerais, il lui avait proposé de voler, et ma mère a dit non, interdit de voler, il est allé demander, et une femme chrétienne lui a dit de rentrer, de revenir deux jours plus tard, et ce n'est pas seulement qu'elle lui a donné des chaussures pour moi, mais également des chaussettes en laine pour moi. Et c'est ce que ma mère m'a raconté. Et elle a dit à la même occasion que mes chaussures sont parvenues à un enfant plus petit dans le camp. Et je lui ai dit, mais il y avait des enfants plus petits que moi. Oui, il y a eu des familles entières. Il y avait une femme, la femme du rabbin, avec 8 enfants. Et après, elle a ajouté avec tristesse, mais son mari n'a pas survécu. Il n'est pas revenu de l'endroit où les hommes ont été pris. Et oui, mes souvenirs étaient plus tard. Il y avait un souvenir supplémentaire, si vous le voulez. Juste avant de conclure, Noémie Ebenstein, on écoute la prière pour les morts qui est prononcée en ce moment même au mémorial Yad Vashem par l'un des grands rabbins d'Israël, Yitzhak Yosef. לעילה מן כל ברכתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמא ואמרו אמן. יש כמה רבה מלשמיה, חיים ושבע וישועה ונחמה, שזבה ורפואה וגאולה וסליחה וכפרה, ורווח והצלה לנו לכל עמו ישראל, ואמרו אמן. עשה שלום במרומיו וברחמיו ועשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן. אל מלא רחמים, מפי החזן יהונתן היינוביץ'. Bara aktivet dishko. Arte shek. אל מלא רחמים, שוכן במרומים, דיין אלמנות ואבי יתומים, המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מזהירים, לנשמות 6 המיליונים רבבות אלפי ישראל, אנשים, נשים וטף, שנרצחו, שנחנקו, שנשרפו, שנקברו חיים ושהומתו בכל מיני מיתות משונות ואכזריות בידי הגרמנים הנאצים ויוזריהם, ושהלכו לעולמם על קידוש השם, בגן עדן מנוחתם בעל הרחמים, יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמותיהם, אדוני הוא נחלתם, וינוחו בשלום על משכבם, ונאמר אמן. Voilà cette prière donc pour l'âme des martyrs de la Shoah prononcée par Yonatan Haynovitz.
la Tikva, l'hymne d'Israël, et après on conclut avec vous, Noémie Ebenstein. כל עוד בלבב פנימה נפש יהודי הומיה ולפתי מזרח קדימה אי לציון צופיה עוד לא אבדה תקוותנו, התקווה בת שנות 2000, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון ירושלים. להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון ירושלים. Shara Tifedeshko. Arte Shek. Voilà, beaucoup d'émotions évidemment lorsqu'on entend à la fois cette prière qu'on a entendue avec vous, Noémie Ebenstein, juste avant, la prière pour l'âme des martyrs de la Shoah, et puis l'hymne d'Israël aujourd'hui. Est-ce que vous avez gardé une foi religieuse? Cette prière pour vous elle est importante, elle symbolise, parce que c'est vrai que la Shoah, pour beaucoup, a fait disparaître la dimension religieuse. Est-ce que vous l'avez toujours gardée en vous, dans votre famille? Non, chez moi, elle n'a pas effacé notre foi religieuse, ni pour moi, ni pour ma famille. Moi-même, au niveau personnel, je ne me remets pas en cause la divinité et j'ai besoin de la foi. Ma mère m'a toujours dit qu'elle avait besoin de la foi. Et mon père m'a dit, comme j'étais auparavant, je suis maintenant. Ça ne m'a pas changé. Ça a changé beaucoup de personnes. Mais dans ma famille, nous n'avons pas changé. Nous étions des orthodoxes libéraux auparavant et après également. Parce que puis-je vous dire, nous avons l'État, nous avons le pays, c'est le plus grand des miracles. Lorsque je suis allé à l'armée, servir à l'armée, et dans un cours d'officier, et c'était le moment où ils ont attrapé Eichmann, lorsque j'étais au cours d'officier. Et c'était une scène très dramatique pour moi et je ne l'oublierai jamais. Nous étions âgés de 18 ans, beaucoup de membres de kibbutz, des kibbutz de la Shomer HaTzair, une petite minorité de nouvelles immigrantes. Nous étions à l'époque des nouvelles immigrantes, et encore moins de religieuses. Nous étions 2 seulement dans le cours. De toute manière, ils ont attrapé Eichmann, c'était dans les grands titres, dans les journaux. Et nous étions rassemblés dans le club et le débat, c'était est-ce que l'État d'Israël avait le droit ou l'obligation de faire en sorte qu'Eichmann soit de monter un procès contre Eichmann et certaines jeunes femmes d'une manière académique, d'une manière distinguée, se demandaient est-ce qu'il est possible, c'est pas possible. Et soudainement moi, au plus profond de mes j'ai ressenti quelque chose. Plus rien n'était important pour moi. Je me suis levé et j'ai dit, j'ai regardé toutes les officiers et toutes les filles et je leur ai dit, lorsqu'on m'a mis dans le train à l'époque en 41,
le Orchet du mois de Tammuz, personne n'a demandé s'il était possible de nous, de nous mettre dans des trains. Est-ce que nous avons le droit? Qu'est-ce que les peuples diront? Personne ne posait de questions. Et avec toute l'audace d'un enfant de 18 ans, j'ai dit que c'était pas seulement notre droit, mais notre devoir de poursuivre Eichmann en justice. Et un mois avant que je finisse mon service militaire, je suis rentré chez moi à Jérusalem. Et j'ai mis mon uniforme. J'étais en congé, en permission, mais j'ai mis mon uniforme et mes grades d'officier et je suis allé à la maison du peuple, au Beit Ha'am, et j'ai regardé depuis les gradins dans ce petit homme qui était assis derrière la vitre. Et soudain, j'ai entendu Gideon Hausner, le procureur général, parler, et je n'ai pas prêté attention à ce qu'il disait, mais moi, je suis une officier dans Tzahal, et Gideon Hausner me représente, moi, dans ce procès contre Eichmann. Et j'ai ressenti une force et une puissance. Et qu'est-ce qu'a dit Bibi Netanyahou? Jamais plus ça, que ça ne se produise jamais plus. Et c'est ce que j'ai ressenti. Et c'est ce que je continue à ressentir. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un beau témoignage que vous nous livrez là, Noémie Ebenstein.